Bonjour et bienvenue sur Plan B. Vous pouvez suivre l'ensemble de nos contenus sur planb.info avec un S à plan. Aujourd'hui, je reçois Laure Wagner. Bonjour Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On parle souvent dans cette émission de limites à la croissance liées au climat, à l'énergie, à l'eau et autres ressources. On vise à nourrir la réflexion de nos auditeurs sur ces limites. On a récemment reçu des experts qui ont parlé du rapport RTE, d'autres experts comme Arthur Keller qui a parlé de résilience. On a reçu récemment Cécile Desaunay qui est venue parler des grandes tendances à la déconsommation en France. Laure, tu t'intéresses à tous ces sujets-là, mais tu es venu nous parler de quelque chose beaucoup plus lié au terrain et au quotidien vécu par beaucoup de Français qui ne peuvent pas télétravailler, dont beaucoup sont dépendants de la voiture pour aller travailler. Par exemple, les infirmières, par exemple, les salariés des supermarchés, qui sont donc pour certains vulnérables face à la hausse du prix du carburant en ce moment. Et tu vas venir nous parler d'une solution qui pourrait résoudre une partie de leurs problèmes et raccourcir leur trajet domicile-travail. Peut-être avant d'en parler, je te laisse te présenter et puis présenter la problématique dont nous allons parler aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis dans la mobilité durable depuis 15 ans et j'ai un background de communication. C'est-à-dire que depuis la fin de mes études de communication marketing, j'ai toujours mis ça au service du report modal dans la mobilité, du changement de comportement. D'abord au ministère de l'écologie sur la Semaine européenne de la mobilité. Et ensuite, j'ai été débauchée par Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, dont j'ai été la toute première recrue et responsable communication pendant 11 ans à ses côtés. Et donc, voilà, grosse passion, covoiturage, report modal, optimisation de l'existant, bon sens, enfin, voilà. Et puis, en 2018, comme pas mal certainement des auditeurs, je me suis plongée dans le rapport 2018 du GIEC. Mais vraiment, et donc je suis, oui, une grande lectrice de tous les gens que tu reçois, auditrice de tous ces sujets-là. Même si je viens de la communication, je ne suis pas du tout ingénieure, mais j'absorbe un maximum de données quand même. Et je me suis demandé comment je pouvais avoir plus d'impact. Et donc, je me suis plongée dans les chiffres, effectivement, de qui faisait quel trajet, quelle distance, pourquoi, et quelle allait être la solution. Et à force, en fait, de réaliser que le télétravail, ce n'était pas pour tous, le vélo non plus, etc., j'en suis venue à la conclusion que les distances domicile-travail étaient vraiment trop longues. Et donc, je me suis lancée sur ce projet. Donc, il y a eu de la réflexion en 2019 et puis je me suis lancée en 2020. Je ne sais pas si j'enchaîne avec le pitch directement de ce qu'on fait. Oui, Ouais. vas-y, je t'en prie. Et bien, du coup, je me suis dit que la meilleure manière pour que les employeurs prennent ce sujet de la distance domicile-travail qui est à réduire, pour moi, clairement, en fait, les trajets domicile-travail, c'est une équation. C'est une distance à parcourir et il faut savoir qu'en France, le trajet domicile-travail moyen est de 13,3 km. Il y a une étude décennale qui s'appelait l'ENTD, l'enquête nationale transport déplacement, finalement, qui a été rebaptisée là. Elle est sortie à Noël. C'était un peu mon cadeau. Voilà, on l'attendait de pied ferme. Elle a été rebaptisée l'enquête mobilité des personnes. Et donc, nouveaux chiffres basés sur les chiffres de 2019, mais c'est sorti là à Noël 2021. Trajet domicile-travail moyen, 13,3 km à l'aller. À l'aller. Donc, faire un trajet domicile-travail, c'est une distance fois un mode. Et donc, le mode dépend souvent de la distance, parce qu'un trajet de 20 km à pied, 20 km va se faire à pied, 4 km trottinette, 6 km, on va pouvoir faire du vélo, et puis ensuite, un transport en commun, s'il y en a, et on sait qu'il y en a, il suffit de regarder la carte de France des réseaux de transport en commun, c'est quand même très, très urbain. Et puis, le covoiturage, on se motive à partir de plutôt longue distance. Donc là, je me suis dit, il faut réduire les distances et le meilleur moyen de réduire quelque chose, c'est déjà d'en avoir conscience. Or, les équipes RH et RSE, et je ne leur jette pas la pierre, n'avaient pas d'outils pour massivement connaître la distance et la monitorer. Une équipe RH connaît par cœur la masse salariale, l'âge moyen, le taux de turnover, l'absentéisme, etc. Mais la distance domicile-travail, ça, c'était un indicateur qui n'était pas du tout sur le dessus de la table. Donc,
Première étape, créer une solution d'analyse, de data analyse des trajets domicile-travail basée sur le fichier du personnel pour que n'importe quel employeur, public, privé, collectivité, services publics, hôpitaux, etc., puisse monitorer, mapper les salariés et savoir d'où ils viennent, est-ce que c'est trop loin, est-ce que c'est résilient ou pas. Donc, c'est les employeurs, on va dire, multisites, donc qui ont beaucoup de sites un peu partout dans une région donnée ou en France. Alors, à ce stade du diagnostic et du mapping des salariés, ça peut être tout le monde, même une entreprise monosite, une usine, une imprimerie, etc. Tout le monde peut faire son diagnostic mobilité avec nous et son plan de mobilité. Ça, c'est vraiment la prise de conscience. Ensuite, on peut faire deux choses avec notre outil. On peut faire le plan de mobilité employeur, donc savoir justement, on va être capable de vous dire, voilà, sur vos 500 salariés, vous en avez, je sais pas, 73 qui sont à distance cyclable, avec plus de 50% de pistes cyclables, avec une topographie qui s'y prête, etc. Ou à l'inverse, pas du tout. Vous n'en avez que 3, il n'y a aucune chance, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien de passer un an à faire un projet vélo. Pareil pour le covoiturage, pareil pour les transports en commun, on arrive à identifier, à cibler ceux qui viennent en voiture, mais qui ont une alternative en transport en commun à peine 10 minutes plus longue, mais en fait, s'ils ne le prennent pas, c'est parce que les horaires ne collent pas, blablabla. Enfin, on arrive vraiment à faire comme ça un chiffrage et une priorisation des projets de mobilité durable. Et enfin, pour effectivement les employeurs dont tu parlais, les employeurs multisites, qui vont donc avoir plein d'établissements sur un territoire donné, et bien là, on a développé en fait une capacité d'identifier tous les salariés de terrain, ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, tous ceux qui pourraient faire le même job plus proche de chez eux, voire même ceux qui pourraient faire un autre job dans le groupe, être formés pour faire autre chose plus près de chez eux. Et même les salariés éligibles au télétravail, potentiellement les salariés du siège social, mais qui en fait pourraient peut-être aller se poser sur une agence ou un magasin plus proche de chez eux de temps en temps pour coworker d'un établissement de terrain. Et donc, on vise effectivement ces gros employeurs. Et ma volonté derrière, évidemment, c'est d'une part, réduire un maximum d'émissions de CO2 le plus vite possible, dans un contexte de nécessité, l'appel du GIEC, réduire massivement nos émissions de CO2 avant 2030, mais aussi d'anticiper la contraction de l'offre de pétrole en France, chez Project qui disait entre moins 10 et moins 20% avant 2030. Or, aujourd'hui, les transports, 90% reposent sur le pétrole. Sans même attendre 2030, c'est déjà une contrainte. Oui, c'est déjà, exactement. On en a encore, mais le prix augmente, et puis plus ça va aller, plus on est dans des zones à risque quand même, soit que ça devienne très cher, soit qu'il y en ait carrément moins, qu'on doit faire des choix, etc. Et justement, pour anticiper ça, je souhaitais pouvoir travailler avec des entreprises et des employeurs multisites, notamment les hôpitaux, les services publics, les collectivités, tous les employés qui sont dans les écoles, les agents des écoles, les cantiniers, cantinières, ménages, etc. Je ne vais pas tout de suite proposer à l'éducation nationale de plugger 1 kilomètre à pied. On va peut-être attendre encore un petit peu. Mais voilà, donc adresser ce sujet-là, des trajets domicile-travail contraints pour une population qui... en plus, souffre de l'augmentation effectivement du carburant. Il n'a pas le choix, n'a pas le luxe de pouvoir se mettre en télétravail et faire des économies. C'est ça, on parle de mobilité contrainte, c'est pas pour les déplacements de loisirs, donc on est contraint, souvent on y passe beaucoup plus de temps qu'on aimerait, alors sauf peut-être une petite minorité de gens qui a un trajet à pied agréable et ils voudraient pas que ce soit raccourci, mais ça je pense qu'on parle pas malheureusement on parle pas beaucoup de beaucoup de monde. C'est ça, c'est que la quasi-totalité des gens aimeraient que ce soit raccourci. Ça, je pense que les enquêtes Alors là, le aussi. Là, je peux en citer quelques-unes là, assez parlantes. 69% des Français souhaiteraient quitter leur job pour en trouver un plus près de chez eux. C'est même 73% des Franciliens, parce que les trajets sont pires en Île-de-France. Une autre qui dit que 56% des Français sont prêts à être payés 5% de moins pour travailler à 20 minutes de chez eux maximum. Et puis, la semaine dernière, une étude Météo Job qui dit que le trajet est devenu le critère numéro 1. Le temps de trajet, quand les gens choisissent un poste, c'est d'abord le temps de trajet, ensuite la paye et ensuite l'intérêt du job. Donc, en fait... c'est la valeur accordée au temps, plus que l'argent, même, plus de temps passé avec les proches, avec la famille, plutôt que dans des embouteillages. Exactement. Et c'est quand même un shift parce que
il y a quelques années, on était prêt un peu à tout pour avoir un job intéressant, quitte à faire un trajet un peu long. Là, maintenant, enfin, l'ordre des choses change. Hmm. Euh, Si je comprends, un levier, c'est alors effectivement là où il y a à aller taper en premier, c'est les employeurs avec beaucoup de sites parce qu'on peut faire travailler les employés pardon, dans un site plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des difficultés pratiques à changer de site, etc. Enfin, est-ce que les gens sont entre guillemets interchangeables aussi facilement? Enfin, quels sont finalement des freins aussi à la mise en œuvre de tes solutions? Alors, non, il y a quasiment pas de frein puisque les salariés à qui on propose, vu les études que j'ai citées avant, sont plutôt super contents, hein. Bonjour, tu veux travailler plus proche, avoir gagné un quart d'heure, économiser 2000 euros par an, avoir une vie plus cool. Donc, ça correspond plutôt aux attentes. Donc, super point pour la marque employeur, pour l'expérience collaborateur, etc. Plusieurs études prouvent, donc là, les employeurs, eux, ont tout à gagner, en fait, puisque plusieurs études extérieures, hein, c'est pas moi qui le dis, montrent la corrélation positive entre la durée de trajet et l'absentéisme, qui coûte très très cher, hein. Les salariés sont en moyenne absents 18 jours par an, hein. Ça coûte 4 500 euros par salarié par an, cette histoire. Donc, tout montre que plus les salariés sont fatigués et stressés, plus ils sont absents. Donc, tu réduis le stress et la fatigue des trajets, tu réduis de l'absentéisme. Et en plus, il y a aussi l'absentéisme lié vraiment au trajet, c'est-à-dire voiture en panne, potentiellement prix du carburant, peu importe, route impraticable. Donc, baisse du turnover aussi. Turnover, ça coûte très cher, hein. C'est plusieurs mois de salaire de la personne qui part pour la remplacer. Baisse du coût de parking, baisse du coût d'indemnité kilométrique, circulation des bonnes pratiques aussi. Un salarié qu'on va muter plus près de chez lui, ben, en fait, petit à petit, on va faire en sorte que les bonnes pratiques circulent, plus de souplesse sur les heures sup. Ouais, trop de boulot, au contraire, un absent, bah, forcément, si on appelle les gens et qu'ils bossent à trois quarts d'heure, enfin, qu'ils soient à trois quarts d'heure, bah, c'est pas tout de suite, alors que si on a rapproché les gens et qu'ils peuvent être là un peu plus vite, ça, c'est un client qui nous l'a dit. Je n'avais pas pensé au départ. Enfin voilà, il y a vraiment quasiment que des avantages. C'est juste un nouveau processus à mettre en place. C'est un nouveau réflexe en fait. Quand un poste se libère, eh bien, nos clients viennent sur la plateforme voir s'il n'y a pas un salarié qui serait très heureux de prendre ce poste-là parce qu'il habite justement à côté, plutôt que de tout de suite recruter en externe et de mettre un poste sur Indeed ou Pôle emploi, etc. Et là, je n'ai pas annoncé encore les chiffres et du coup, j'ai quelques slides si ça te va pour Oui, bien annoncer sûr. justement ce qu'on a découvert parce que là, peut-être que les auditeurs se disent oui, mais y en a-t-il vraiment des gens à, à rapprocher? Alors là, je ne peux pas partager. Je veux bien que tu me donnes Ah le oui, droit de partage. Donc, faire juste, ça. je fais un peu le teasing. Mais moi, j'ai lancé la boîte en étant Tu peux y aller persuadée que… normalement, hein. OK. Mon intuition, c'était qu'environ un quart des salariés pourraient faire le même job plus proche de chez eux parce que j'en connaissais, parce que j'avais fait une étude de terrain quand même avant. Hop, tac, tac. Euh, voilà. Je vais passer l'intro, tac, tac. Du coup, j'ai un peu déjà expliqué les trajets, donc je vais passer. Voilà, je vais vous montrer ça. En fait, hop, dis-moi, c'est bon là? Hmm. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en mode vidéo, vous voyez à gauche les trajets actuels chez nos clients. Donc, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de traits épais. Et à droite, les trajets futurs quand ils auront opéré tous les rapprochements de domicile. Et on voit, en fait, pour ceux qui ne voient pas, je vous décris, on voit que les trajets sont beaucoup plus courts, ils disparaissent beaucoup plus vite et ils sont verts, c'est-à-dire qu'ils sont plus courts. Ça ne traîne pas dans le temps, on ne voit pas les trajets longs ou rouges. Mhm. Donc voilà, ça c'est le avant-après. Euh, Juste quelques petits chiffres comme ça. Là, ce sont des captures d'écran d'un kilomètre à pied, donc notre plateforme qui analyse les trajets. Et on voit que là, il y a 431 salariés sur 715 qui ont un établissement plus proche, Hmm. 803 salariés sur 1082, 406 salariés sur 561, Hmm. 791 sur 1400. Enfin, à chaque fois, et donc là, je montre rapidement des cartographies où on voit par un jeu de couleurs que en fait, les salariés de l'établissement Orange, qui sont eux aussi en orange sur la carte, ne sont pas forcément autour, ni pour l'établissement rose, les salariés roses, etc. Et donc là, je vais vous montrer le cas d'un client en Île-de-France
qui est tout à fait représentatif de ce qui se passe un peu chez tous nos clients. Donc, 1082 salariés au départ, donc 1000, on va dire 1000. Sur les 1000, il y en a 800 qui ont effectivement un établissement plus proche de chez eux. Donc, il y en a 800 qui pourraient soit ce sont des salariés du siège social, parce que tous nos clients ont à la fois un siège social et des agences ou des magasins. Voilà. Donc, soit ce sont des salariés du siège qui pourraient faire du coworking plus près de chez eux, soit ce sont des salariés d'agences qui pourraient être mutés sur une autre agence, un autre magasin plus proche de chez eux. Parmi ceux-là, il y en a 267 qui ont carrément un poste égal, vraiment le même intitulé de poste, tout de suite aujourd'hui, plus près de chez eux, sachant que, évidemment, tous ceux du siège ne sont pas dans ce 25%-là, puisque tous ceux du siège, par exemple, un expert comptable n'a absolument rien à faire. Donc, ces 267, ça veut dire qu'il n'y a même pas de réorganisation nécessaire. Exactement. C'est le même poste, mais plus près, quoi. Exactement. Et sur cela, il y en a 184 qui gagneraient plus de 10 minutes. Et là, je vais vous montrer la ventilation. Donc 20 minutes par jour. Au moins 20 minutes par jour. Au moins 20 minutes par jour, et on va voir que c'est même plus. Donc là, on voit la réduction des distances. Donc, c'est une ventilation des employés analysés. Alors, c'est que le dernier bloc, c'est que ceux qui ont un poste égal. C'est les 267 qui auraient un poste égal plus près de chez eux. Donc, la manière dont ça se lit, c'est que, vous voyez, il y en a 40 qui pourraient gagner entre 15 et 20 km. Il y a 34 qui pourraient gagner entre 20 et 30 km. C'est quand même énorme. Et au niveau global, quand on fait des agrégats, on voit que la distance totale économisable par ce client est de 3700 km à l'aller tous les jours, donc matin et soir. Et en plus, quasi tout en voiture. Hein. Distance médiane économisable 11 km, sachant que le trajet médian en France, c'est 13. Hein, donc, gagner 11 sur un trajet, alors pas médian, moyen, de 13 km. Pour tous ceux qui s'intéressent au vélo parmi les auditeurs, aujourd'hui, il y a vraiment un plafond de verre à la pratique du vélo parce que les trajets sont trop longs. Tout simplement, ils sont 2 fois trop longs pour pouvoir passer au vélo. Là, typiquement, chez ce client, il n'y avait que 19 salariés qui étaient à moins de 6 km. Au fur et à mesure qu'ils vont rapprocher les salariés de leur domicile, potentiellement, il y en aura 153 à moins de 6 km. Donc, on fait un x8 au niveau du potentiel de gens qui seraient à une demi-heure de vélo. Parce que 6 km, c'est une demi-heure de vélo mécanique. C'est ça, on peut déclencher un seuil à partir duquel il peut y avoir un report modal de la voiture vers le vélo. Exactement. Et c'est vraiment mon but, parce que là, sinon, on est vraiment coincé, vu les distances actuelles des trajets, on est bloqué avec la voiture, en fait. Donc là, par le jeu du dispatch optimal de ces employés plus proches de chez eux, il va y en avoir de plus en plus à distance cyclable. Au niveau du gain de temps, donc là, pareil, pour ceux qui n'ont pas les visuels, je vous dis, par exemple, il y en a 39 qui pourraient économiser entre 15 et 20 minutes. Il y en a 23 qui pourraient économiser entre 25 et 30 minutes. Enfin, voilà, c'est quand même énorme. Il y en a même 21 qui pourraient économiser plus de 45 minutes. Et donc, la majorité gagnerait en fait plus de 15 minutes et le gain médian 17 minutes, ce qui est pas rien. D'ailleurs, je reviens un petit peu là-dessus. Quand j'ai lancé la boîte aussi, je me disais, dans un monde contraint, on va devoir faire de plus en plus de choses nous-mêmes. Et en fait, il faudrait, et même en réalité, les humains aiment faire eux-mêmes, on se développe mieux, on est plus fiers de nous, c'est un aboutissement de cuisiner nous-mêmes, d'éventuellement faire son potager, etc. Enfin, c'est des choses qui sont gratifiantes, mais en fait, ça prend du temps. Dans un monde contraint en énergie, on a besoin de plus de temps pour faire nous-mêmes. Et donc, une de mes volontés aussi, c'était, mais il y a peu d'endroits où on peut gratter du temps. Enfin, si, il y a le temps de télé, mais faire le potager la nuit, en hiver, croyez-moi, là. Enfin, voilà. Donc, moi, le télétravail me permet d'éplucher des pommes de terre, mais pas de les faire pousser encore. Donc, voilà. D'ailleurs, j'habite à Paris, donc pour faire pousser des pommes de terre. Bref, parenthèse refermée. Nous, on fait pousser les pommes de terre parce que bon, c'est notre histoire, mais dans ma vie personnelle, on a quitté justement Paris pour tenter un retour à la terre avec les enfants. Et du coup, voilà, j'étais vraiment dans ce truc-là de où est-ce qu'on peut libérer du temps. Donc, 17 minutes en médiane gagnées matin et soir, c'est peut-être les 17 minutes qui manquaient pour faire un repas à partir de fruits et légumes frais ou faire le petit quart d'heure au potager matin ou soir. Le gain en euros aussi. Et c'est pas rien, donc là, voilà, je donne la ventilation au hasard. Allez, 31 salariés pour économiser entre 2500 et 3000 euros, et le coût, le gain médian économisable est de 1800 euros.
Donc, ça, c'est très chouette aussi parce qu'on touche là à l'équité sociale. Ah ben non, c'est énorme. C'est énorme. Les employés, enfin les salariés C'est éligibles au un télétravail. mois de salaire C'est un médian. 13e mois. C'est un 13e mois, c'est ça. C'est un 13e mois C'est un 13e mois. juste en se rapprochant de son travail. Exactement. Et sachant que on a considéré que le gain, le rapprochement, là, on ne s'est pas amusé à se dire, tiens, du coup, tel pourcentage de gens va passer au vélo. On a gardé là, ces calculs-là, c'est à mode égal, c'est-à-dire toujours en voiture, mais en faisant moins de kilomètres. Mais on l'a vu, il y en a 153 qui pourraient potentiellement passer au vélo. Donc, en fait, ça fera encore plus de gains financiers. Alors, moins de gains en temps, parce que du coup, quand on passe d'un trajet voiture à vélo, finalement, c'est un gain pour la santé, un gain carbone. Ce n'est pas forcément un gain en temps, quoique ça fait 2 en 1 avec le sport. Voilà. Mais surtout, là, sur l'aspect économique, je voulais signaler aussi une info importante, c'est que les employés en France, vraiment avec le statut employé, non cadre potentiellement, non cadre, il me semble, peuvent rarement épargner. En fait, 67% des employés en France sont à zéro en fin de mois, en fait, n'épargnent pas. Ok. De la CSP, de la catégorie socio-professionnelle employée. Voilà, la CSP employée a du mal à épargner. Ouvrier aussi, j'imagine. Ouvrier, c'est encore pire, c'est 73%, je crois. Et profession intermédiaire, j'imagine ça ne doit pas non plus être très largement au-dessus de 40%. Bon, bref, je n'ai pas les chiffres en tête. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, j'avais retenu employé puisque c'est ma cible. Oui, bien sûr, c'est la cible, bien sûr. Mais voilà, donc il y a aussi un sujet social, effectivement. Et alors après, en espérant, il y a certains qui sont pointus, qui nous écoutent, vont se dire, mais alors, avec cet argent libéré, est-ce qu'il n'y aura pas un effet rebond d'acheter n'importe quoi? Bonne question, oui. Et je me la pose aussi, la question. Et évidemment, j'aimerais que ça aille vers des achats et dans les communications qu'on fait en entreprise, je pousse un peu des imaginaires plus achats justement de trucs d'équipements de jardinage, de refaire les fenêtres, etc., tout ce qui est isolation, musique, il y a une guitare, je vais enfin pouvoir m'acheter un instrument, d'essayer de projeter plutôt des achats plutôt neutres en carbone, voire même bon. Mais bon, voilà, évidemment, on ne peut pas contrôler ce qu'on fait. Bien sûr. Et puis, gain en CO2, et évidemment, moi, c'était mon petit moteur au départ. On est sur 0,7 tonnes à mode égal, donc toujours en y allant en voiture, mais il y aurait potentiellement plus de gains si les salariés, du fait que du coup, tout d'un coup, ils soient plus à 13 km et quelques, mais à 4 ou 5, puissent passer au vélo. Vélo, trottinette. Rien que ça déjà, donc l'empreinte CO2 moyenne d'un Français, donc c'est l'empreinte, donc en incluant les trucs qu'on achète provenant de Chine, c'est de l'ordre de 10 tonnes CO2 équivalent. Ouais. Et là, tu indiques en médiane 0,76 tonnes d'économie. Donc sur les 10 tonnes, ça passe pas rien, juste en raccourcissant le trajet, en supposant qu'on continue de le faire en voiture, quoi. Donc, oui, exactement. Et sachant que chez mes clients, là, on a 22 clients maintenant, l'impact carbone médian des salariés de mes clients, c'est 1,4 tonne. Donc là, sur 1,4 tonne, ils pourraient économiser la moitié. La moitié, voilà, en disant tout. Voilà. Et en national, du coup, parce que là, on prend le truc par le petit bout de la lorgnette par un cas, mais il se trouve que 45% des actifs français travaillent pour des employeurs multisites, alors publics, les collectivités, les services publics, alors les hôpitaux, c'est il y a aussi tout ce qui est énergie, transport, les EDF, etc., transport, la propreté, traitement de l'eau, les déchets, etc., tout ça, c'est multisite. Il y a aussi le privé, le retail, la grande distribution. Beaucoup des services essentiels. L'hôtellerie, restauration. Voilà. Oui, essentiel ou moins essentiel. Mais oui, ou moins essentiel. On n'a rien contre les hôtels, mais effectivement, beaucoup des services essentiels sont des gros employeurs multisites. La santé et les établissements hospitaliers. Exactement. Aussi, les EHPAD sont parfois souvent privés ou associatifs. Donc voilà, les EHPAD. Et donc, typiquement, selon les semaines, parce que je t'avais contacté, je ne savais même pas que tu avais cette chaîne, ce podcast, je voyais que tu bossais sur la résilience des territoires. Moi, c'était comment amener de la résilience dans les territoires grâce à ça. Tout le personnel dans les écoles, les cantiniers, cantinières, les animateurs, les ZATSEM, etc. Tout le personnel qui est embauché par la ville
ou dans les collèges par le département, ou dans les régions pour les lycées. Mais voilà, il y aura certainement aussi un dispatch comme ça à améliorer. Et donc, en gros, là, pour ceux qui ne voient pas, on a une image à gauche où il y a plein de trajets en bazar, et puis à droite, un dispatch optimal où on voit chaque salarié qui va sur l'établissement le plus proche. Et donc, je pose la question, à votre avis, petit teasing, quel pourcentage des actifs, et notamment chez nos clients, quel est le pourcentage des salariés qui pourraient faire le même job plus proche de chez eux? Et donc, sur 22 clients, tout à l'heure, j'en ai montré qu'un, mais sur nos 22 clients, c'est quand même dingue, c'est 65%. 2/3. Quoi. Exactement. Et j'ai lancé la boîte en pensant que ce serait 25%. Donc, je suis à la fois effarée et contente parce que j'espère qu'on pourra avoir un gros impact. Mais voilà, donc c'est un peu la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est dans un dispatch pas du tout optimal et qu'il y a des gens qui se fatiguent pour rien. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on a mis le doigt sur un nouveau gisement d'économie de CO2, nouvellement mesuré, parce que finalement, nous, on s'est lancé mi-2020, le temps qu'on signe des clients, qu'on fasse, au départ, on faisait surtout des diagnostics mobilité, etc. Maintenant qu'on a des clients multisites et qu'on accumule la data, voilà, donc j'essaie de faire réaliser, connaître ce nouveau gisement, effectivement, de on CO2. parle beaucoup du télétravail parce que bon, c'est une idée assez simple au final et ça tient en un terme. Mais à la limite, bon, là, le gisement, il paraît plus important. Rien que sur les employés multisites, 45% et 2/3 d'entre eux peuvent réduire leur trajet. Bon, ça fait presque un tiers, en gros, des actifs. Ouais, Presque un tiers des actifs qui, en optimisant les trajets, pourraient voir son temps de trajet réduit. Surtout, puisque tu parles du télétravail, et vraiment, je suis complètement pro-télétravail. Je suis une ancienne de Blablacar, on télétravaillait beaucoup. J'ai lancé ma boîte, on est tous en télétravail, même en full remote, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de bureau. Donc, vraiment, allons-y, hein, si vous êtes employeur, le télétravail à fond. Mais, effectivement, et là, je mets la part des emplois en France, télétravaillables ou pas. Et donc, pour ceux qui ne voient pas, je vous décris la chose. En gros, il y a 26% des actifs qui ont un métier télétravaillable et donc qui se sont mis à télétravailler beaucoup depuis le Covid, mais qui, en fait, avant le Covid, télétravaillaient que 1 ou 2 jours par mois. Donc, le boom du télétravail, il a eu lieu dans cette catégorie-là. Ensuite, il y a ceux qui ne peuvent pas du tout, ceux dont on parle, là, les emplois vraiment de terrain. Et puis, au milieu, il y a un petit 14% de gens qui pourraient, une fois de temps en temps, faire une journée en télétravail, mais voilà, c'est un job de terrain, comme un chef de chantier, qui, de temps en temps, peut-être, moi, j'ai mis, là, c'est une tentative, mais c'est environ, je dirais, 2 jours de télétravail par mois. Oui, faire un peu d'administratif. Exactement, faire un petit peu d'admin. Mais du coup, au final, on a ceux qui peuvent télétravailler et on voit bien là les accords télétravail. Moi, je bosse du coup avec 22 clients. Ça s'est stabilisé sur 2 jours par semaine de télétravail. Donc, il y a quand même 3 jours de trajet par semaine. Et puis, pour tout le reste des actifs, c'est quasiment 5 jours par semaine, en fait. Donc, la notion de trajet domicile-travail, elle est encore bien là, bien réelle. Et en plus, si on superpose, alors je ne l'ai pas mis là sur le slide, mais si vous amusez à regarder la carte des télétravailleurs et que vous la superposez avec la carte des transports en commun et que vous superposez avec la carte des pistes cyclables, grosso modo, c'est la même. En gros, les télétravailleurs, même si, voilà, maintenant, typiquement, moi, je suis en zone rurale maintenant et je télétravaille, mais le gros des télétravailleurs sont quand même sur des postes tertiaires, sur des sièges sociaux qui sont dans les centres urbains, qui ont déjà des transports en commun, des pistes cyclables. Je voulais m'intéresser à ceux qui sont justement en périphérie et en province, qui sont en voiture, et parce que du coup, le télétravail, la plupart des télétravailleurs n'étaient pas en voiture. En fait. Voilà. Ok. Donc, d'où aussi ce focus-là sur… Est-ce qu'on peut imaginer un jour que les restaurants, qui sont des entreprises séparées, mais mutualiseraient l'effort pour rapprocher, j'en sais rien, 1000 restaurants sur Paris se rendent compte qu'en fait, entre guillemets, en s'échangeant des salariés, ils pourraient optimiser les trajets de tout le monde. Alors, si tenté. Voilà, tu veux dire pas des chaînes, des restaurants. Oui, les restaurants familiaux, limite, qui ont des salariés. Alors après, c'est pas tous les mêmes restaurants, c'est pas tout dans les mêmes conditions, etc. C'est un peu plus compliqué que ce que je dis là, mais c'est le genre de choses où quand même, ça fait quand même poste de serveur qui peut être éventuellement rapproché du lieu de travail quand même. Effectivement. Okay. Et donc ça, j'en ai déjà parlé. Et en gros, nous, notre estimation, c'est que c'est environ, quand on vraiment en mode prenons des pincettes, on se dit 7 millions d'employés de terrain, pourraient avoir des trajets plus courts. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien.
Et donc là, j'ai listé simplement, pour donner des idées, ceux qui nous entendent, voilà, j'ai mis Sodexo, Groupe SOS, Orange, Orpea, c'est les EHPAD, même Pôle emploi, SNCF, les hôpitaux de Paris. Moi, j'adorerais bosser, je pense en appel, mais bosser avec les hôpitaux. Enfin, vraiment, petite anecdote, mais vous vous rappelez les soignants au début du Covid qui étaient complètement sur les rotules parce qu'ils devaient faire plein d'heures sup pour absorber le Covid. Dans les médias, on demandait de prêter des appartements au plus proche des hôpitaux parce que leur trajet était trop long. Et moi, je me disais, mais bien sûr. Et je connais personnellement des soignants qui sont envoyés à 1 heure de chez eux alors qu'ils pourraient aller à pied sur un autre hôpital de la PHP. La PHP, c'est pas qu'un hôpital. Et tous les hôpitaux publics ont plusieurs sites comme ça. Donc, voilà. J'ai fait le tour de ce qu'on a découvert ces derniers mois et que... Oui, non, mais c'est super. Alors, je ne sais plus si tu l'as dit, mais donc tu t'es reconverti en 2018, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, chez Blablacar, j'étais responsable communication. Ouais. Et j'avais aussi la casquette de culture captain, c'est-à-dire que j'étais beaucoup avec l'équipe RH sur l'expérience collaborateur, justement, la transparence, les modes de management, la culture d'entreprise, etc. Et du coup, finalement, entre ma passion sur la mobilité durable et ma passion sur l'expérience collaborateur, bah, ça a donné de me focaliser sur les trajets domicile-travail. D'accord. Et puis le côté pourquoi créer ma boîte, je pense que ça me démangeait depuis un petit moment. J'ai quand même observé pendant 11 ans les 3 cofondateurs incroyables de Blablacar. Je vous invite d'ailleurs, je ne sais pas si je peux faire un petit coup de promo, mais ah ben non, je les ai. Vas-y, où est-ce que je les ai posés? Je crois qu'ils sont là. Hop, Mission Blablacar. Frédéric Mazzella vient de sortir son bouquin sur comment est-ce qu'il a donné vie au covoiturage dans un pays. Enfin, moi, quand j'ai commencé, très peu de gens covoituraient, quoi. Je suis partie, il y avait 16 millions de Français inscrits sur Blablacar, alors qu'au début, quand je suis arrivée, que j'appelais le journaliste pour en parler, je me disais, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre covoiturage, quoi, en gros. Donc voilà, j'avais observé ce courage et cette énergie folle chez eux à apporter une vision. Et puis, je me sentais, du fait d'avoir été la toute première collaboratrice, vraiment, on n'avait pas de bureau quand j'ai commencé chez Blablacar. Je suis partie, on était dans 22 pays, 700 personnes. J'ai bien appris, on va dire, et je me suis dit que je me sentais à mon tour d'avoir visualisé un problème, tous les chiffres dont je vous parlais, j'en avais l'intuition, je m'étais plongée dans les chiffres de l'INSEE, etc. Et je m'étais dit, j'ai trouvé un problème, je vais créer la solution. Et voilà comment on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais, très bien. Non, parce que on peut avoir souvent des auditeurs qui se posent des questions en termes de reconversion, qui se sentent peut-être moins bien chez leur employeur que toi, tu ne te sentais chez Blablacar où ça avait l'air quand même de bien se passer. Ah oui. J'y serais restée encore des années, mais si j'avais pas mis le doigt sur tous ces chiffres-là, oui, je serais toujours chez Blablacar. Ça se passait très bien, mais voilà. Non, mais ton témoignage est effectivement intéressant et j'espère inspirant pour ceux qui sont, entre guillemets, en quête de sens, qui se disent, bon, comment je peux faire quelque chose à impact? Des aventures entrepreneuriales qui sont possibles, avoir une bonne idée qui permet effectivement d'aller rechercher des économies en termes d'impact, de temps, d'euros, etc., y compris, à commencer par les personnes, on va dire, les plus fragiles, que ce soit en termes de mobilité ou autre chose. Mais là, effectivement, il y a une valeur sociale en plus d'avoir une valeur environnementale. Donc, bravo, Laure. Hein. J'espère que ça se poursuivra aussi bien que ça a commencé. Carrément, on a des bonnes nouvelles récemment. On a été labellisé UGAP. Je ne sais pas si tu connais. Je sais pas si. Oui. Peut-être préciser, voilà, c'est pour les acheteurs publics. Donc, s'il y a des acheteurs publics qui nous entendent, vous pouvez nous faire bosser sur simple devis. Donc ça, c'est chouette puisqu'on avait vraiment l'intention de bosser avec pas mal de collectivités et services publics. Donc, est-ce qu'à tout hasard, tu recrutes? Je viens de recruter, là. J'ai 2 personnes qui vont commencer en janvier. Donc non, là, j'ai pas de... Et puis, j'ai déjà sécurisé aussi mes stagiaires pour l'année. Donc non, là, pour le coup, tout de suite, je n'ai pas. Mais suivez-nous. Ajoutez-moi sur LinkedIn. On a aussi une newsletter sur le site 1 km à pied. Ah oui, tiens, je n'ai pas expliqué pourquoi 1 km à pied, d'ailleurs. Mais
Ça paraît intuitif, mais non, mais oui, dis-moi d'où est En fait, venue non, l'idée de parce ton que du nom. coup, on me dit souvent, mais du coup, vous focalisez sur la marche. Enfin, non, pas du tout. C'était juste en fait un changement de paradigme entre le trajet actuel, en gros, qui est 13 km en voiture, et d'aller le plus vite possible vers 1 km à pied, qui est un peu le truc un peu utopiste, mais de mobilité euh, plus locale, plus frugale, décarbonée. Voilà, 1 km à pied. Et puis bon, il se trouve que comme c'est connu, ça se retient bien. Mais c'est vrai que du coup, on peut croire que je focalise que sur la marche, alors que pas du tout. Mais c'est notre futur souhaitable, on va dire. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Laure, et à Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir.